a certains sujets que je maîtrise pas à la perfection et donc voilà, je réagis comme une amie pourrait le faire, mais il se peut que je sois maladroite, hein, ça arrive à tout le monde. En tout cas, je suis très contente que ce format vous plaise parce que je l'ai aussi lancé en version podcast. Vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Music, un peu partout. Vous avez tous les liens nécessaires dans la barre d'information de cette vidéo. Donc c'est parti, on va voir si vous m'avez envoyé du croustillant aujourd'hui. Et si vous voulez m'envoyer votre drama pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire à cette adresse mail sleepymariasmr@gmail.com. Let's go. J'ai failli mourir à cause d'un garçon. On va lire ça, ça m'intrigue. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. Et que du coup tu t'es remis de cette histoire, mais on va voir. Je viens te raconter mon histoire assez chaotique et traumatisante. Je préviens d'avance que ça va être très long et je m'en excuse. C'est pas grave, on est là pour ça, t'inquiète. En février 2023, je fais la rencontre d'un garçon. On va l'appeler Mathéo. Tout se passait bien. Il était le garçon le plus attentionné et amoureux que je n'avais jamais eu. Il faisait tout pour me rendre heureuse. On se voyait souvent. On allait se balader. Il m'offrait toutes les choses que j'aime. Il m'écoutait sans me juger. On allait au cinéma. On faisait des pique-niques. Enfin, tout ce qu'une fille de 16 ans pouvait aimer d'un garçon. Effectivement, ça avait l'air de bien démarrer. Un jour, il vient chez moi. Tout se passe bien. On regarde un film, on est content. Il repart ensuite chez lui et me demande de venir chez lui le lendemain, ce que j'accepte. Le lendemain arrive, je vais chez lui. Il avait tout prévu. Bonbons, chips, boissons que j'aime. Je ne pouvais rien demander de plus. On passe du temps ensemble, on rigole, on parle, on se taquine. Quand vient le moment le plus important, on s'embrasse et ça commence à aller un peu plus loin. Étant amoureuse, mentalement je me sentais prête. Alors je lui dis que je le suis, sans me douter que mon corps, lui, n'était pas prêt. Sans rentrer dans les détails, on n'a pas pu, et heureusement d'ailleurs. Ok, il arrive parfois que le corps se fige et que ce soit pas physiquement possible, même si on en a envie. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est évidemment d'écouter son corps, de ne pas se forcer, et j'espère bien que ce Mathéo a respecté ton consentement. Ce qui a l'air d'être le cas, de ce que je lis dans le mail. Le soir arrive, je dois repartir et bizarrement je sens que quelque chose a changé. Oula, il est plus froid, plus sec et plus distant, comme si je le dégoûtais. Quelques jours passent et tout a changé. Il met du temps à répondre aux messages alors qu'il est connecté. Il est froid et très bref. Il ne veut plus qu'on s'appelle alors que c'était notre rituel. Je me sens pas bien. Je ne mange plus et perds du poids. Un jour, je reçois un message d'une fille qui me dit qu'il m'avait trompé avec elle. C'était son ex avant moi. À ce moment-là, elle ne savait pas qu'on était ensemble. Elle a appris quelque temps après. C'est horrible, hein, clairement. J'imagine pas la peine que t'as dû avoir à ce moment-là quand tu as appris ça. Et le fait qu'il devienne froid juste après cet événement-là. Une personne qui vous aime, elle attendra, elle prendra le temps. D'autant plus que pour toi, c'était ta première fois. Énervée, je décide d'aller en parler à Mathéo et bien sûr, il nie. C'est comme un voleur, il n'avouera jamais qu'il a volé. Un trompeur, c'est pareil, il n'avouera jamais d'avoir trompé. Oh, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui admettent avoir trompé et qui après se donnent toutes les excuses et justifications du monde, certes. Mais je pense que ça dépend des profils. À ce moment-là, j'étais plus énervée que triste. Normal. C'est souvent la première émotion qui s'empare de nous avant que la tristesse arrive. Je le quitte et le bloque de partout. Puis 2 jours après, j'apprends qu'il m'avait également trompé avec une fille totalement à l'opposé de moi. Je suis vraiment très énervée, non seulement d'avoir été naïve, mais aussi d'avoir pu baisser ma garde à cause de lui. Je suis désolée pour toi et c'est pas de ta faute dans tous les cas. Visiblement, c'est le profil d'une personne qui trompe à répétition et qui ne se satisfait pas d'une personne. Donc enfin, 1 mois passe quand soudainement je vomis. 1 fois puis 2. Je me dis que c'est parce que j'ai une gastro. Le lendemain, je commence à avoir le corps qui me gratte. Des plaques rouges d'urticaire apparaissent sur tout mon corps. Et je suis très fatiguée. Oula! On devait aller faire les magasins avec mes frères et ma belle-sœur. Et j'y suis quand même allée dans cet état. Le lendemain arrive et je fais une montée de fièvre de 38-39. Alors ma mère prend rendez-vous en urgence avec mon médecin. Le lendemain, je vais au rendez-vous. J'ai très mal au ventre et je me sens très faible. Le docteur m'ausculte et appuie sur le côté de mon ventre. Il regarde ma mère et lui dit d'aller en urgence à la clinique car ma rate est gonflée parce que
des blagues là. Sans attendre, on y va et en sortant du docteur, j'ai vomi. En arrivant, je suis prise en urgence. On me met dans un box et on me fait une prise de sang. À l'heure de la prise de sang, il était 11 heures. On attend et à 15 heures, on vient nous dire qu'il y avait une suspicion d'une hépatite E, qu'il ne pouvait pas me donner à manger ni à boire au cas où je risquais de me faire opérer. 19 heures, on vient me poser une perfusion. Et on me met dans une chambre car je dois être hospitalisée. On me ramène à manger, mais impossible de manger sinon je vomissais. Je suis restée une semaine à la clinique. On m'a prélevé énormément de sang pour des analyses plus approfondies et on m'a fait faire un scanner, une radio et une échographie. Mais ils n'ont rien trouvé. Une semaine passe, je sens mon état s'améliorer très peu, mais ils décident de me faire sortir. Alors je sors, mais je ne me sentais vraiment pas bien. Arrivée chez moi, je vais prendre une douche. En sortant de la douche, je me sens pas bien du tout. Tête qui tourne, vision trouble, bourdonnement dans les oreilles. Je me précipite avec une serviette autour du corps dans la chambre de ma mère et m'effondre sur le lit. Puis blackout complet. Wow. Je me souviens de m'être réveillée avec 41 de fièvre. Je faisais des convulsions dans le lit. Mon frère vient pour me donner à manger, mais il voit que je convulse, donc il dit à ma mère d'appeler immédiatement l'hôpital. Ok, bien joué à ton frère. Je pensais pas qu'elle serait aussi hardcore cette histoire. Enfin, en même temps, c'était dans le titre, hein. J'ai failli mourir à cause d'un garçon, mais je pensais pas que c'était littéralement. Les ambulances arrivent et m'amènent à l'hôpital. Rebelote, prise de sang, il était 22 heures. Le lendemain, on m'annonce qu'ils ont les résultats et que j'ai une mononucléose infectieuse, hépatite E, que la maladie s'attrape par la salive et que c'est souvent les garçons qui sont porteurs mais asymptomatiques. Et tout s'enchaîne, convulsions, fièvre, impossible de manger ni de marcher, fatigue intense, malaise, c'était insupportable. Une semaine passe, je peux sortir et ça va mieux, mais on me dit que lors de mes convulsions, j'étais à 2 doigts de perdre la vie. Actuellement, certains moments sont encore flous et même je n'ai aucun souvenir. J'avais fait 3 malaises à l'hôpital et je m'en souviens que de 2. Je ne me rappelle pratiquement pas de comment j'étais à certains moments de ma maladie alors que mes parents si. Ça a pas dû être fun et bah heureusement que tu t'en es sorti parce que de ce que tu me racontes, t'aurais vraiment pu y laisser la vie quoi. Mais ça ne se termine pas là. Une fois sortie, j'ai eu une énorme perte de cheveux. J'ai été brûlée par la fièvre, j'avais des trous dans la tête. What? Une gorge nécrosée par la maladie, une énorme carence en fer, en magnésium, en vitamine B1, B2 et B12. J'ai perdu 10 kilos car je ne mangeais plus et j'ai eu une très grosse fatigue. C'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de prévention pour les IST, mais pour ce type de maladie virale, comme la mononucléose, on en parle peu et pourtant, de ce que tu me racontes, les effets, les symptômes peuvent être terribles et parfois même mener à la mort, hein, si on n'est pas bien pris en charge ou pas assez vite. Puis là t'en as gardé des séquelles en plus, après ça se transmet par la salive. Donc certes, pour vous il y a eu l'échange de baisers avec ce Mathéo, mais ça peut aussi se transmettre par exemple en buvant dans la même bouteille que quelqu'un, en fumant sur la même cigarette, enfin voilà, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas et pourtant parfois ça arrive, donc faut faire attention. 2 ans après, c'est mon rythme de sommeil qui en a pris un coup, car mon système nerveux a été touché par la maladie que je vais garder toute ma vie en moi sans qu'elle soit contagieuse. Je ne produis plus de mélatonine en bonne heure et je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir. J'ai eu une dépression et à l'heure d'aujourd'hui tout va pour le mieux. J'ai rencontré un garçon en août 2023 après ma maladie. Il m'a prouvé qu'il reste encore des hommes bien dans ce monde. Nous sommes encore ensemble actuellement, mais je ne suis pas épargnée par des petites rechutes. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec qui on sort, qui on côtoie. Faites attention à vous car la santé c'est ce qu'il y a de plus important. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Merci à toi de nous avoir raconté cette histoire et je pense que c'est un moyen aussi de faire de la prévention et d'avertir les gens des risques qu'il peut y avoir. Je suis heureuse que tu aies pu retrouver quelqu'un d'autre et que ça se passe bien avec cette personne aujourd'hui, mais je suis désolée de toutes les séquelles que tu as gardées. Merci en tout cas de nous avoir raconté ton histoire. Ça doit pas être évident de revenir sur ces événements pour toi, mais je pense que ça servira à beaucoup de personnes. Je t'envoie plein de bisous et j'espère que ça se passera au mieux avec ton nouveau copain actuel. Deuxième drama, comment j'en suis arrivée à penser que je suis aroas. Aroas, ça veut dire aromantique et asexuel. Qu'est-ce que l'aromantisme? Alors je vais vous expliquer simplement avec mes mots. L'aromantisme, c'est le fait de ne pas être attiré romantiquement par des personnes. On ressent pas le besoin d'avoir des relations amoureuses. Et
la sexualité, c'est le fait de ne pas ressentir de désir sexuel pour d'autres personnes. Alors pour le coup, je ne sais pas si ça concerne uniquement les relations sexuelles qu'on peut avoir avec les autres ou si ça concerne vraiment le désir sexuel en lui-même et la sexualité de manière très très large. Les personnes concernées pourront y répondre, j'imagine que les deux cas existent. Vous me direz ça dans les commentaires en tout cas. Donc je voulais raconter ça à la fois pour celles et ceux qui s'y reconnaîtraient, mais aussi pour celles et ceux qui ne sont pas trop familiers, familières à la queerité, genre, initiation, au questionnement identitaire. Let's go. Pour bien comprendre, il faut sachez que je suis non-binaire. J'aime beaucoup la ref. Perçue comme une femme, mais je me genre principalement au masculin. Ok. Justement parce que le fait d'avoir une apparence féminine et de me genrer au masculin donne un genre fluide que j'aime bien. Mais du coup, le fait d'être socialement une femme joue pas mal sur mon identité de genre. Ok. Bref, en gros du CM2 à la 4e, je me considérais comme une lesbienne, mais j'avais jamais été en couple ou flirté avec qui que ce soit, donc c'était purement théorique. En 4e, toujours de façon très théorique, je me disais qu'en vrai, peut-être que j'étais plutôt bi. J'étais pas fondamentalement repoussée par l'idée de sortir avec un mec, donc je suis restée là-dessus jusqu'en seconde où je me suis mise en couple avec un mec. Du coup, à ce moment-là, je me disais pansexuelle, plus ou moins la même chose que bi. En gros, le genre n'a aucun impact sur mes critères pour sortir avec quelqu'un. Mais ça a pas duré longtemps avec ce gars. Il était franchement un bon copain, mais je le trouvais un peu bébête, pas trop mon style. En le quittant, je pensais que finalement peut-être que le genre avait vraiment une importance à mes yeux, donc je suis retournée sur l'idée que j'étais lesbienne. En première, je suis sortie avec une fille avec qui ça s'est pas mal passé. Je dirais plutôt que ça s'est pas passé. Ah, mais bon, ça n'a pas changé mon point de vue sur mon orientation. À partir de la terminale, je suis devenue pote avec un mec qui est actuellement mon meilleur pote ever, le sang de la veine, et je l'aime tellement que ça m'a fait relativement rapidement me demander si finalement j'étais pas bi. C'est ok d'être indécis, c'est ok de se chercher, je pense que c'est des questions qui nécessitent parfois plusieurs années pour pouvoir y répondre. La pression sociale est telle que c'est pas évident de répondre à ces questions, de se positionner réellement, et puis parfois c'est encore plus difficile pour certaines personnes car elles grandissent dans des environnements qui sont fermés à ces idées-là, et répondre à ces questions de manière définitive, c'est parfois aussi prendre des risques pour sa propre vie, pour sa propre survie. C'est extrêmement triste, mais il y a encore des gens de nos jours qui se retrouvent à la rue parce que leurs parents n'acceptent pas l'idée qu'ils soient autre chose qu'hétéro ou cisgenre, donc c'est malheureux. Genre j'avais pas d'attirance romantico-sexuelle, mais je me disais que si hypothétiquement il me proposait un truc, je serais probablement ok. Par ailleurs, pendant l'été de ma première à ma deuxième année post-bac, j'ai fait quelques rencontres Hinge en me disant lesbienne parce que j'ai pas envie de relationner romantiquement avec des hommes par misandrie. Les rencontres se passaient bien, mais pas d'attirance romantique ou sexuelle de mon côté, jamais. Et par ailleurs, j'ai jamais eu de crush dans ma classe. Mes anciennes relations étaient toujours en attente de développer des sentiments amoureux. Ok, je vois. Mais c'est pendant une pyjama party que j'ai tilté. Ah bah tiens, voilà. Ça a du bon, hein, les pyjama party, je vous jure. On faisait à manger avec le dit meilleur pote. Il m'a demandé à goûter un fromage que j'étais en train de découper. Et comme il avait les mains sales, je lui ai donné un bout dans la bouche. Il a fait une vanne en gémissant à moitié en le prenant. On aime bien ce genre de vanne. Et même si j'ai trouvé la vanne drôle, étant dans un contexte un peu plus réaliste que d'habitude, cette scène m'a fait me projeter et ça m'a mis plutôt très mal à l'aise, contrairement à ce que j'imaginais depuis plus d'1 an. J'étais pas dégoûtée, mais juste profondément repoussée par l'idée d'être physiquement intime avec lui. Et c'est là que j'ai fait le lien. L'absence de crush, l'hyper-intellectualisation de toutes les relations censées être guidées par des sentiments amoureux, l'impossibilité de passer à l'acte avec quelqu'un. Je crois tout bêtement que je suis arroise, c'est-à-dire que je ne ressens ni d'attirance romantique ni d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Voilà, c'était long MDR, mais je pense que sur la recherche inlassable de qui on est, il y a pas mal de gens qui peuvent relate. Et puis c'est un peu marrant d'entendre tout le cheminement de pensée d'une personne, je trouve. C'était archi intéressant. Et si d'ailleurs vous vous sentez concerné par ces sujets aussi, n'hésitez pas à nous apporter plus d'informations dans les commentaires. Si vous voulez réagir à cette histoire, n'hésitez pas à le faire. Ne me sentant pas
je me dis que tous les moments qui sont déjà hyper chouettes deviennent extraordinaires à deux. J'ai plus envie de voyager à deux, j'ai plus envie d'aller visiter des musées, d'aller au restaurant, de faire des cadeaux à la personne aussi, de lui montrer par des petites attentions que je tiens à elle. J'ai ce besoin aussi d'être tactile avec la personne que j'aime. Je souhaite son bonheur, j'ai envie de la soutenir dans ses projets. Pour ma part, il y a aussi une forme d'exclusivité qui s'instaure. Et dans ma vision des choses en tout cas, la sexualité c'est quelque chose qui me permet de renforcer mes sentiments. Et c'est l'acte suprême d'amour pour moi. Enfin, on peut pas être plus lié à une personne. Mais je pense aussi qu'il y a tellement d'autres manière d'être plus intime avec quelqu'un que la sexualité. Comment dire? En fait, tu peux très bien déshabiller un corps mais ne pas déshabiller un esprit. Tu peux coucher avec quelqu'un mais ne rien connaître de cette personne. Donc voilà, et après pour ma part, quand je suis amoureuse, heureuse en couple avec quelqu'un, je me sens beaucoup plus épanouie. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation pour faire les choses. Voilà, je te souhaite de t'épanouir en tout cas et de continuer ce petit cheminement. Bisous. On passe au troisième drama. Au début avec Hugo, tout allait parfaitement bien. C'était simple, doux, sincère. On passait des heures à parler de tout et de rien, à rire, à s'envoyer des messages sans jamais se lasser. Il me faisait me sentir spéciale, différente. Avec lui, je me sentais en sécurité, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver tant qu'il était là. Il savait toujours trouver les mots pour me faire sourire, même les jours où tout allait mal. Je croyais vraiment à son amour. Cela faisait 5 ans qu'on était ensemble, ah oui. Donc ça veut dire que t'as quand même vécu 5 années de bonheur avec cet Hugo. J'espère vraiment que ça va bien finir, j'ai très peur. Chaque moment passé à ses côtés était précieux. J'aimais sa façon de me regarder, de me parler, cette petite complicité qu'on avait sans même y penser. J'étais convaincue qu'on formait quelque chose de fort, quelque chose de vrai. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse me mentir, encore moins me trahir. Et puis petit à petit, j'ai senti que quelque chose changeait. Hugo était différent, moins présent, plus distant. Ses messages étaient plus courts, ses je t'aime moins spontanés. Aïe aïe aïe, on connaît quand ça commence à tourner comme ça. C'est rarement bon signe et c'est triste. Au début j'ai voulu croire que c'était juste une mauvaise période, que ça allait passer. Mais plus le temps avançait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il ne me disait pas. Le jour où j'ai appris la vérité, tout s'est écroulé. C'est comme si mon cœur s'était arrêté. J'ai découvert qu'Hugo me trompait avec Louane depuis 6 mois. Louane, mon ancienne meilleure amie. Bon, déjà une tromperie, c'est horrible, mais une tromperie avec une personne de l'entourage, qui plus est ton ancienne meilleure amie, qui du coup était ta meilleure amie au moment des faits, si je ne m'abuse. Celle à qui je me confiais, à qui je parlais de lui, celle qui savait tout de notre relation. Elle connaissait mes doutes, mes peurs, mes sentiments les plus profonds. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse me faire une chose pareille. Bitch, deux bitch dans cette histoire. Hugo et Louane. Quand j'ai su, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'effondrait. Je n'arrivais pas à respirer, je ne savais plus quoi penser. Les souvenirs défilaient dans ma tête, les moments avec Hugo, les rires avec Louane, toutes ces fois où elle me disait qu'on allait bien ensemble. Tout était faux, tout avait été un mensonge. Je suis trop désolée pour toi, y a aucun mot de toute façon que je pourrais dire pour te consoler, je sais pas de quand date cette histoire. Mais c'est terrible, hein. T'as subi une double trahison et en plus de devoir faire le deuil d'une relation de 5 ans, tu dois faire le deuil de ta meilleure amie aussi. Ta meilleure amie qui, normalement, devrait être la personne là pour toi dans ce genre de moment. Elle est tout aussi responsable qu'Hugo et j'espère que tu les as bien envoyés paître. Je me suis sentie trahie, humiliée, anéantie. Deux personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance venaient de me planter un couteau dans le dos. Je me demandais depuis quand ça durait, comment ils pouvaient se regarder sans honte. Je ne reconnaissais plus ni Hugo ni Louane, c'était comme deux étrangers, deux visages que je ne voulais plus jamais croiser. J'ai tout supprimé, nos messages, nos photos, tout ce qui pouvait me rappeler cette histoire. Mais même en effaçant leurs traces, je n'arrivais pas à effacer la douleur. Elle restait là, comme une brûlure qu'on ne peut pas apaiser. J'ai beaucoup pleuré, seule, le soir, en me demandant pourquoi ça m'était arrivé à moi. Et puis avec le temps, j'ai compris. J'ai compris qu'Hugo ne méritait pas mon amour et que Louane ne méritait plus ma confiance. J'ai compris que parfois, il faut perdre certaines personnes pour se retrouver soi-même. J'ai souffert, mais j'ai aussi grandi. Aujourd'hui, quand je repense à cette histoire, je ne ressens plus la même douleur, juste une cicatrice, une
j'espère vraiment qu'au moment des faits, t'as pu être entouré par ta famille, par d'autres proches, par d'autres amis aussi, que tu t'es pas retrouvé complètement seul. Peut-être aussi que t'as consulté un professionnel de la santé mentale, il faut pas hésiter à le faire. Parfois on peut se poser des questions sur notre légitimité à consulter quelqu'un parce qu'on se dit qu'il y a toujours plus grave ailleurs. Mais en fait, c'est pas important de créer une hiérarchie des souffrances et des douleurs. Ce qui est important, c'est comment soi-même on ressent les choses. Et si certains événements de vie sont trop durs à traverser seul, il faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un. C'est pas être faible que de demander de l'aide, bien au contraire. Et parfois ça peut littéralement nous sauver. Ça permet de pas complètement s'abandonner soi-même, de pas se laisser sombrer. Et je pense que c'est ça le plus difficile quand on passe par ce genre de déception amoureuse. Je pense qu'il y a forcément quelques semaines durant lesquelles plus rien n'a d'importance et on doit tout remettre en question en fait. Tous nos liens, la sincérité des gens autour de nous, ça doit être terrible. Je suis vraiment désolée pour toi et de la manière dont est écrit le mail en tout cas. On sent que tu es encore extrêmement blessée par cette histoire, c'est tout à fait normal. C'est un cheminement classique, il faut te laisser le temps de vivre ces émotions, de les traverser. Essaye d'en parler autour de toi, essaye de trouver des personnes qui peut-être sont passées par le même type de trahison. Parce qu'on n'est jamais mieux compris que par des gens qui ont vécu des événements de vie similaires aux nôtres, hein, forcément. T'as bien fait de supprimer tous tes souvenirs avec ces deux personnes. Elles n'ont plus rien à faire dans ta vie de toute façon, ni l'une ni l'autre. J'ose espérer que t'as quand même obtenu des excuses parce que parfois, non certes ça n'arrange pas tout, mais ça permet d'avancer au moins, de se déculpabiliser aussi, d'être reconnu comme la personne qui a été trahie, comme la personne qui a été abusée. Je vous jure parfois ça change la donne, donc si vous vous reconnaissez à la place du trompeur ou de la trompeuse, faites des excuses même si elles seront pas forcément acceptées, même si on va peut-être vous envoyer chier. Allez, on va se faire un dernier petit drama pour la route, qu'en pensez-vous? Coucou Marie, aujourd'hui je vais te raconter une de mes pires histoires que j'ai pu avoir en amitié. Du coup ça parle de mon ancienne meilleure amie, on va l'appeler Sarah. Bah dis donc c'est la deuxième Sarah qu'on a dans cette vidéo, non? Ou je sais plus, non parce que j'ai aussi tourné des formats courts de pyjama drama juste avant, donc je sais plus trop. Donc cette Sarah, je lui ai raconté tout sur ma vie, toutes mes relations amoureuses, tout ça. Et un jour, elle a décidé de se retourner contre moi. Elle a donc envoyé un mail sur la boîte Gmail de notre établissement scolaire en essayant de dévoiler tous mes secrets. Elle est dingue. Avec à la fin marqué XOXO Gossip Girl, étant donné que c'est sa série préférée. Elle a pété un câble. Ah mais elle est dans un film elle en fait. Elle a donc commencé à balancer tous mes secrets. J'ai fini par essayer de la retrouver. Je l'ai retrouvée grâce à l'ordinateur de ma sœur, car il n'y avait pas marqué son prénom sur les mails, à la place elle marquait anonyme. Elle a commencé à nier. Je lui ai dit que je savais où elle habitait et que je pouvais venir chez elle à tout moment. Mais c'est... Non, les girls là il faut arrêter hein. Elle m'a dit que ça ne servait à rien parce que dans tous les cas elle allait déménager. Un jour je vais chez elle et je la retrouve avec mon petit copain qu'on va appeler Nathan en train de s'embrasser. Une série Netflix. J'ai fait la morale à Nathan en lui disant que ça ne se faisait pas du tout. Là, pardon, mais ça fait vraiment en mode tu l'as grondé. Non mais effectivement ça se fait pas. Mais changer d'amis hein, par pitié. Et de mec aussi par la même occasion. Nathan m'a dit que ce n'était pas ce que je pensais, que c'était son jumeau. Non, je suis désolée. Je doute de la véracité de cet email. Parce que ça fait gros quand même. Il n'y a que dans les telenovelas qu'on voit des trucs comme ça, des retournements de situation de cette sorte. Non, c'est pas moi, c'est ma jumelle maléfique en fait. Je lui ai envoyé un message le lendemain. Je lui ai dit que je n'acceptais pas du tout ce qu'il avait fait et que je pensais qu'il fallait qu'on se quitte. Oui, bah oui, minimum ça. Il m'a dit non, parce qu'il ne voulait pas qu'on se quitte. Bah ouais, mais en fait mec, c'est pas toi qui choisis quoi. Mais du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles de lui. Après j'ai appris qu'ils étaient partis tous les deux, Sarah mon copain et mon ex, en Espagne. Ah ouais, la vie d'Aloca comme ça. Faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. C'était la fin de cette petite histoire. Oui, bah heureusement pour toi, parce que là tu te seras encombré d'une énorme conne en tant que meilleure amie et d'un idiot de mec. Je tenais à te remercier pour ton aide.
ASMR incroyable, gros bisous. Désolée si c'est trop long mais c'est mon histoire. Non bah non, justement c'était un peu trop condensé par rapport à l'importance des événements là. Bah écoute, la meuf vivait dans un film, elle voulait que sa vie soit une série Netflix. Écoute, il y a des gens comme ça qui vivent que pour le drama, on peut rien y faire, we can't change them. J'espère que tu vas bien quand même, si cette histoire est vraie, parce que ça me semble tellement gros. Parfois la vie est encore plus surprenante que les séries. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo pyjama drama vous aura plu, vous aura peut-être détendu, inspiré. Peut-être que vous vous serez reconnu dans certaines histoires. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si c'est le cas, si vous avez envie d'apporter des conseils à l'une de ces personnes. En tout cas, moi j'adore ce format. Je travaille en pyjama. C'est Maxi Stylax. Si vous êtes resté jusque là, commentez Maxi Stylax.